On dit souvent que le livre est mieux que le film. Eh ben pour le coup mon cochon, ça a jamais été aussi vrai. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu Ready Player One à travers le film de Spielberg en 2018, et je dois dire que j'étais un petit peu dubitatif. J'avais peur que ce soit le fanservice show. C'était le cas, mais c'était bien fait. Très bizarre. Évidemment, à la base, Ready Player One, c'est un livre écrit en 2011 par Ernest Cline, qui a écrit quasiment que ça, avec Ready Player 2, qu'on fera peut-être dans une autre émission, et Armada, l'histoire d'un geek qui sauve le monde en utilisant ses compétences de jeu vidéo. C'est bizarre, ça me fait penser au film Starfighter de 1984. Vieux, ils ont le Big Mac. Moi, c'est le Big Mic. Alors, que se passe-t-il dans le livre? Eh ben, beaucoup de choses. On est introduit par le personnage d'Hallyday qui introduit la chasse à l'Easter egg dans une vidéo diffusée après sa mort. D'ailleurs, toutes les références pop culture que les personnages vont évoquer viennent d'un seul et même livre, l'Almanach d'Anorak. Anorak étant l'avatar d'Hallyday, que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans le film. Ce livre, c'est le recueil de toutes les œuvres qu'il a aimées, et on va pas se mentir, ça tourne pas mal autour des années 80. Spielberg l'a remplacé par le musée d'Hallyday, qui peut être un peu plus cinématographique, et c'est aussi la raison de cette sous-culture 80s qui, contrairement au film, n'est partagée en fait que par les chasseurs. Le reste de l'Oasis a des références tout à fait contemporaines de leur époque. Alors quant à Wade Watts, le héros, alors lui, il est gros et boutonneux. C'est un peu l'archétype du nerd des années 80. Ses parents, il nous dit pudiquement dans le film qu'ils sont morts. Alors en fait, son père est mort en tentant de piller un magasin et sa mère faisait du téléphone rose. Je te laisse imaginer l'ambiance à la maison. Et elle est morte d'une overdose. Voilà. On a aussi dans le premier chapitre l'introduction des méchants, IOI, dont les sbires s'appellent les Sixers, que l'on mentionne d'ailleurs dans le film, on ne dit pas pourquoi ils s'appellent Sixers, c'est parce que leur numéro de matricule commence par un 6. Sixers. Là-dessus, c'est comme dans le film, c'est une big corpo qui veut mettre la main sur l'Oasis pour faire payer l'entrée très cher et mettre des pubs de partout. Il y a juste une petite subtilité, Sorrento c'est pas le PDG, c'est le responsable des opérations. Mais globalement ça change pas grand-chose. Mais il y a plusieurs choses qui ne sont pas du tout dans le film, et qui pourtant permettraient de comprendre un peu plus l'Oasis. L'Oasis est un monde divisé en 27 secteurs en forme de Rubik's Cube. On le voit très vite fait dans cette scène quand Parcival, l'avatar de Wade, regarde une carte. Chaque secteur mesure exactement 10 années-lumière de côté, et dans ces espaces existent des planètes qui représentent en gros des mondes thématiques, et on peut se déplacer max à la vitesse de la lumière, ou se téléporter, par magie ou par technologie. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que même s'il s'agit d'une compagnie privée, il y a une espèce de conseil des utilisateurs qui marche un petit peu comme une démocratie. C'était aussi le moment d'élire le président et le vice-président du conseil des utilisateurs de l'Oasis. Mais ce n'était pas compliqué. Comme la plupart des chasseurs, j'avais voté pour réélire Cory Doctorow et Will Wheaton. Alors Wade Watts, la plupart du temps, il est sur une planète nommée Ludus, qui en fait est une planète scolaire. En fait, la plupart des écoles sont sur l'Oasis. C'est une petite planète à peu près de la taille de la Lune, avec des campus, essaimés un petit peu partout, et de la forêt. Alors, on apprend dans le livre que les rares fois où Wade quitte Ludus, c'est grâce à son meilleur pote, Aish, qui lui file des sous pour le téléporteur. Et là, ils peuvent faire des quêtes, monter en niveau, enfin faire des vrais trucs. Aish, il est hyper connu, c'est genre un super streamer, c'est comme si Wade se déplaçait avec Bob Lennon, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. Et il est décrit comme ça. L'avatar d'Aish était celui d'un homme de type caucasien, aux larges épaules, aux cheveux et aux yeux marrons. Si vous avez vu le film, vous comprenez pourquoi il précise un type de type caucasien. Petite subtilité. Donc pas un orque robot comme dans le film, Et quant à l'avatar de Wade, Parcival, c'est un peu comme dans le film. Il ressemble en plus beau. Alors dans le tas, il y a un personnage qui lui a totalement changé, si vous vous souvenez, c'est Hyrock, l'homme de main de Sorrento. J'adore son avatar, on dirait vraiment un jouet des années 80. Et lui, dans le livre, c'est un élève, un bully de la classe de Wade, un genre de Biff Tannen, si vous voulez, qu'il appelle Parzivulve. Alors avant de commencer l'aventure, justement, souvenez-vous des épreuves qu'il y avait dans le film. La première épreuve, c'est la course, il fallait aller en arrière. La deuxième épreuve, c'est Shining, il fallait discuter avec celle dont Hallyday était amoureux. Et la troisième épreuve était de jouer à Adventure. Voilà. Gardez ces épreuves en tête pour savoir que ça n'aura rien à voir. C'est un petit peu Adventure à la fin, mais le reste, c'est totalement différent.
et dans le livre, l'aventure va commencer de la manière suivante. Dans l'Almanach d'Anorak, une série d'encoches presque invisibles apparaît sur certaines lettres, formant la phrase suivante. La clé de cuivre attend les explorateurs dans un tombeau d'horreur, mais il te faudra beaucoup apprendre encore si tu espères voir un jour figurer ton nom parmi les meilleurs scores. Le tombeau d'horreur fait référence à un supplément à Donjons et Dragons intitulé Le tombeau des horreurs, publié en 1978. D'ailleurs, toutes les références de Ready Player One, le livre, existent, sauf une, et on verra pourquoi. Mais où est ce tombeau? Il est curieusement pas sur Gygax, la planète D&D, du nom de Gary Gygax, évidemment, créateur de Donjons et Dragons, mais il te faudra beaucoup apprendre. On apprend où? Dans une école. Une école comme par exemple sur une planète d'école comme Lodus. Le tombeau se trouve sur une colline, à l'intérieur, une liche l'attend avec un visage de crâne aux yeux de diamant. Celle-ci le provoque à un duel de joust, pas cette joute-là, cette joute-là, et Parzival et la liche qui jouent à l'arcade, mais putain ça aurait tellement donné en film avec une bonne musique de Rock FM. Pourquoi t'as pas fait ça, Spielberg? Ça aurait été peut-être même iconique au cinéma. D'ailleurs, de manière générale, l'arcade est hyper présent dans le livre, et dans le film, pas du tout. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi, c'est un symbole des 80s, les arcades. Parzival gagne, la liche se change en le puissant mage Anorak, qui lui donne la clé de cuivre avec le premier indice, donc le premier en 5 ans, avec la musique triomphale de Star Wars Throne Room. Dans le film, la musique est une création originale, puisqu'il ne pouvait pas pour des raisons de droit d'auteur. Musique que je ne peux pas vous reproduire pour les mêmes raisons de droit d'auteur. Sur la clé elle-même est écrit « Ce que tu cherches se trouve caché parmi les déchets dans les entrailles de Dagora ». Et c'est là, à ce moment précis, quand il est avec sa clé, que déboule Artemis, qui avait découvert le tombeau avant lui, mais échoué à Joust. Et qui va d'ailleurs être assez vénère d'apprendre que Parzival l'a eu du premier coup. Et dans le livre comme dans le film, Wade la connaissait via son blog, et il avait le béguin pour elle. Et oui, j'ai dit le béguin parce que je suis un gros boomer. Les traits d'Artemis ne semblaient pas avoir été tirés de quelques menus déroulants spécialisés dans la beauté. Elle avait le visage caractéristique d'une personne réelle, comme si elle avait copié-collé ses propres traits. De grands yeux noisettes, des pommettes rondes, un menton pointu. À partir de là, les deux vont commencer à se fréquenter. La deuxième étape va être rapide mais velue. Caché parmi les déchets. C'est une référence à un ordinateur, le TRS-80 de 1977, que les utilisateurs appelaient le Trash 80. Plus pour le jeu de mots, c'est comme nous on dit microchiotte, c'est pas forcément parce que c'est ultra mauvais. Et où trouver un TRS-80 ? Dans la chambre d'Hallyday, reproduite à l'identique sur une planète nommée Suburb qui reproduit la banlieue 80s. Maison que l'on voit d'ailleurs à la fin du film. Quant à Dagora, ça fait référence au donjon de Dagora, et c'est la fameuse référence fictionnelle que je vous disais, parce que c'est le jeu qu'avait codé Hallyday. Oui, et non. Alors oui, le donjon de Dagora est un jeu qui a vraiment existé, mais ça n'a pas été produit par Hallyday, ni par Gregarious System Oasis, ça a été produit par Dynamicro pour le TRS-80, justement. Mais c'est une référence fictionnelle, puisque c'est la seule et unique référence dont l'origine a été modifiée pour correspondre au narratif de l'histoire. Donc c'est pas vraiment faux de dire que c'est une référence fictionnelle. Donc Parzival file sur Suburb, finit le jeu la main en slip, faut savoir aussi que c'est quand même un super rétro gamer, et ça ouvre un portail, à peu près ici. Voilà, donc Parzival est dans la peau de Mathieu Broderick dans le film Wargame de 1983. Précisément à ce moment-là, et il doit nommer les mêmes dialogues et agir comme le personnage pour gagner des points. Et il se laisse guider, c'est quelques scènes jusqu'à la fin, donc il y arrive, pareil la main en slip, et si vous avez vu Wargame, vous vous souvenez de la fin, avec le siège du NORAD, avec les écrans partout. Parzival, une fois qu'il a gagné, redevient lui-même, et sur les écrans apparaît l'indice « Le capitaine dissimule de Jade la clé dans une demeure de longue date négligée, mais toi seul pourras donner le coup de sifflet une fois collecté l'ensemble des trophées. » Et là, Parzival va sécher, mais sécher totalement, et le livre va prendre un tout autre rythme. Déjà, Parzival est entre-temps devenu une superstar mondiale, déjà il faut le gérer, et c'est à ce moment qu'on fait la connaissance de Daito et Shoto, les deux premiers nouveaux avatars qui vont récupérer la clé. D'ailleurs, si vous vous souvenez, dans le film, ils se connaissaient déjà avant.
sûrement que Spielberg a dû vouloir simplifier. C'est aussi à ce moment que IOI le contacte pour savoir comment il a fait, ça c'est aussi dans le film, Wade refuse et ils font péter la tour, c'était dans le teaser. D'ailleurs, sans plus de maison, il va utiliser l'argent de ses sponsors, parce qu'évidemment maintenant il est devenu super connu, donc il a des sponsors, pour prendre du super matos et se barrer à Columbia. C'est d'ailleurs là où se trouve le siège de JSS, qui possède l'Oasis, et de IOI, et notamment l'endroit sur Terre où il y a la meilleure collection pour l'Oasis. Sorrento va quand même réussir à découvrir le tombeau, attaque le DUS tellement violemment que les étudiants doivent fuir la planète, ils ont des méga vaisseaux, enfin c'est le bordel, et Aesh, Artemis, Wade et Daito vont devenir pendant un temps une bonne bande de potes. Mais Wade va délaisser ses potes pour sortir virtuellement avec Artemis. Situation classique. Donc ils ont une relation, mais virtuelle. C'est d'ailleurs pendant cette période d'accalmie qu'Artemis et Parzival vont être invités en tant que gratin, si ça se dit, aux 73 ans d'Ogden Morrow, qui est l'ancien bras droit d'Hallyday, le tout-puissant Hog, rien à voir avec Woz d'Apple. Vieux, ils ont le Big Mac. Moi, c'est le Big Mick. Dont l'avatar est aussi un grand mage. Et dans le film, c'est exactement cette scène, et c'est d'ailleurs assez fidèle avec la discothèque, en apesanteur, tout ça. C'est d'ailleurs dans cette seule et unique scène que Parzival arrive avec la fameuse DeLorean, avec le radar de Kit et les 2 autocollants Ghostbusters. Comme dit l'expression, quand c'est trop, c'est trop. Et pareil, ils se font repérer par les Sixers, ça tire de partout, et Hog, lui, s'en fiche parce qu'il a la capacité de se rendre invisible. C'est le bras droit d'Hallyday quand même. Et cet épisode aussi met fin à leur relation parce que Wade était beaucoup trop insistant pour la rencontrer en vrai. C'est aussi une thématique des relations virtuelles. Il y a d'ailleurs tout un passage dans le livre sur la masturbation qui est assez déroutant. Voilà. J'avais préparé un script, mais finalement je me suis dit ouais, vous le découvrirez si vous le lisez le livre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Artemis qui va trouver la deuxième clé, puis plus tard Aesh. Et Wade, quant à lui, il est seul à errer dans la simulation, puisqu'il avait délaissé ses amis pour sa copine, il n'est plus avec sa copine. Bon, il a quand même réussi à faire la première partie de l'énigme, le capitaine et le sifflet, en regardant une vieille pub. Les sifflets en plastique qu'on trouvait dans les boîtes de céréales de Captain Crunch pouvaient servir à passer des coups de fil longue distance car ils émettaient une fréquence de 2600 Hz qui trompait le vieux système analogique. C'était dans les années 70 et c'est effectivement une véritable anecdote. Et entre-temps, il y a un événement qui est particulièrement intéressant. Parzival va se rendre sur Arcanide, on va dire en gros la planète arcade qui ressemble en surface à la Death Star d'Atari de 1983 et qui est en photoréaliste à l'intérieur. Ça aussi, Spielberg, ça aurait été super de l'avoir pour la référence au rétro gaming. Pourquoi tu l'as pas mis? Franchement. Alors, Wade va notamment tomber dans une pizzeria avec dedans une borne Pac-Man sur laquelle il faut gagner un score de super player. Bon, il y arrive très facilement. Et c'est encore une référence à l'arcade qu'il n'y a pas dans le film. Spielberg, je sais pas, mais en plus t'avais une bande d'arcade. Pourquoi tu les mets pas dans ton film? Et en plus, durant l'époque de Space Invaders, t'avais toi-même préfacé un bouquin sur l'arcade. Bouquin d'ailleurs que j'ai parlé dans ma vidéo sur l'arcade. Lien, toi-même tu sais. Et pour en revenir au livre, c'est là qu'il gagne ce fameux Mysterio Coin qui dans le film lui est lancé par le majordome dans le musée d'Hallyday. Alors je l'avais pas dit, mais pour la première clé, c'était Wade qui avait aidé Aesh à comprendre l'énigme. Et finalement, Aesh va revenir et aider à son tour en lui envoyant cette image. Zork. Et ça tombe sous le sens, l'un des premiers jeux d'aventure à texte dans lequel on a une maison abandonnée et dont on doit collecter l'ensemble des trophées. Parzival va donc sur Phobos, la planète qui reproduit les vieux jeux textuels, et il faut faire vite puisque les Sixers sont sur le coup aussi. Il collecte les trophées, puis trouve le Captain Crunch, prend le sifflet, et siffle. Le jeu se réinitialise et le sifflet devient la clé de jade. Deuxième clé, j'étais obligé de la faire celle-là, et comme pour la clé de cuivre, un indice est marqué dessus. Au test, il faut te soumettre pour poursuivre ta quête. Alors entre-temps, les Sixers vont envahir la planète, mais il va se passer un truc bizarre, Daito obtient la clé de jade, mais Shoto, lui, disparaît du tableau. Ce qui est bizarre parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Mais attends, c'est pas fini, parce que les Sixers prennent la clé de jade, mais le même jour prennent la troisième clé. C'est vraiment la grosse merde. Mais il se passe rien. Ils doivent sécher à quelque part, sans doute. Quelques jours se passent, et en se rematant par hasard Blade Runner, Wade comprend. Les réplicants doivent se soumettre au test de Voigtkampf. Au test, tu devras te soumettre. Bon sang, mais c'est bien sûr. D'ailleurs, souvenez-vous. Direction Arkenox, la planète cyberpunk et le Tyrell Building. Alors Spielberg, je peux tout à fait comprendre le coût des droits d'auteur, tout ça, mais franchement,
Ça aurait été tellement plus raccord de mettre en scène Blade Runner que Shining. Parce que Blade Runner est une utopie qui se passe dans les années 2040, comme Ready Player One. Si t'as obtenu les droits pour Shining, franchement, t'aurais vraiment pas pu les obtenir pour Blade Runner? Sérieusement? Au Tyrell Building, il n'y a que les décors et sur une table, le Voidkampf. Il faut mettre la clé de jade dedans, l'appareil ouvre un vortex qui arrive sur un vieux bowling des années 80. Et avec évidemment, vous l'avez deviné, une borne d'arcade. Je vous l'avais dit que c'était ultra important dans le film. Black Tiger 1987, qui elle-même donne sur un autre vortex où Parzival doit incarner le héros en version réaliste. Et c'est génial avec toute l'absurdité des mécaniques de jeu, genre des boutiques d'armes dans les donjons infestés de monstres. Tu vois, ces mécaniques de jeu qui seraient absurdes dans la réalité. Et le réalisme dans le jeu vidéo par rapport au gameplay, voilà un thème qu'on aurait pu voir abordé dans le film. Quand je vous dis que le livre est meilleur, il faut me croire. Bon, évidemment, Wade gagne, et de retour au bowling, on lui permet de choisir un robot géant. Ce sont des petites versions, il a le choix entre le géant de fer, qui est dans le film d'ailleurs, et le Léopardon qu'il choisit. Alors quand je vous parlais de références velues, dans les années 70, il y a une adaptation libre de Spider-Man, avec tout ce que le mot libre peut induire au Japon. Et Supadama, c'est comme ça qu'on dit, a un robot géant. Tu ne demandes pas pourquoi, c'est comme ça, c'est le Japon. Voilà, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur Spider-Man. Après ça, le générique du jeu se finit et une étoile rouge à 5 branches apparaît avec le dessin de la clé de cristal. Il s'agit de l'album expérimental de Rush, sorti en 1976, que je vous recommande très chaleureusement parce qu'il est excellent, et je ne peux pas vous faire écouter l'album pour les mêmes raisons de droit d'auteur. C'est sur le thème d'une guerre spatiale, avec notamment une référence à une planète nommée Syrinx, dans les paroles de la chanson, qui existe dans l'Oasis. Donc Parzival s'y rend, il tombe sur un temple abandonné, il trouve une guitare dans un rocher, ça fait partie de l'histoire d'une des musiques de l'album, il joue la partition, et dans un éclair frappant le rocher, la clé de cristal apparaît sur laquelle est écrit la lettre A. A. Mais pas n'importe quel A, celui d'Anorak, donc allez au château d'Anorak, celui-là même qui est dans le film d'ailleurs. Bon, après, il y a beaucoup d'éléments de la fin qui sont comme dans le film. Aioi met un dôme autour du château qui empêche son accès, ils ont les 3 clés mais impossible d'ouvrir la porte finale, et c'est là que Wade va devenir serf pour pirater Aioi de l'intérieur. Et souvenez-vous, dans le film, c'est Artemis qui est employé de force en tant qu'esclave par Aioi. Dans le livre, on parle plus de serf, et une version entre guillemets d'esclave au Moyen-Âge, et on voit dans le film que les Sixers sont en fait des esclaves. Dans ce monde, lorsque vous avez des dettes, vous devenez un serf. Wade qui découvre notamment ce que Aioi savait sur ses amis, notamment l'adresse et le vrai visage d'Artemis. C'est là qu'il découvre à quoi elle ressemble. Il y a effectivement ce qu'on appelle une tache de vin sur l'œil, ça a été respecté dans le film d'ailleurs, et surtout il voit le dossier de Shoto, vous savez, qui avait disparu de l'écran. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait défenestrer par les Sixers dans le monde réel. Et très certainement dans le film, cette scène en est une référence. Quant à Ace, il n'y a rien sur lui. Pas de visage, pas de nom, pas d'adresse. Mais malgré tout, ça va être l'occasion de tous les rencontrer pour leur dire de fuir, vu que les Sixers savent où ils se trouvent, ce qui peut être très dangereux. À part Ace. Là-dessus, c'est Ogden Morrow en personne, le tout-puissant Og, qui va intervenir pour réunir les 4 champions, Ace, Wade, Artemis et Daito, chez lui, avec le meilleur matériel possible pour avoir une bonne chance de niquer Aioi. Et quand il se retrouve chez Ogden Morrow, Artemis est déjà en immersion dans une salle, donc Wade ne pourra pas la rencontrer, mais il rencontre Ace, qui est une femme noire, en surpoids et lesbienne. Et ça, dans le film, ça a été respecté, et on apprend qu'en fait c'est sa mère qui l'avait poussé à prendre un avatar d'un homme blanc, car elle-même avait subi du racisme. Alors pour le coup, la bataille est assez bien respectée, c'est-à-dire que Wade fait venir tous les chasseurs, il y a Sorrento qui se transforme en Mecha Godzilla, Wade qui utilise son robot, le Léopardon, et Daito qui utilise un Gundam, ça aussi on le voit dans le film. Il gagne la bataille, rentre dans le portail, et là, dernière énigme sur la porte, c'est là que séchaient Sorrento et les Sixers depuis des jours, il est écrit « foi, espoir, charité ». Ces mots qui font partie de la chanson « 3 is a magic number » de Schoolhouse Rock. 3 is a magic number. 3, et oui,
3 est un nombre magique. Il fallait 3 versions de 3 clés. Une personne seule ne pouvait pas finir. C'était le piège d'Hallyday. Il faut que ce soit une personne qui ait des amis. Pouvoir de l'amitié. Voilà. Et c'est là qu'une méga bombe de IOI explose, sauf le Vortex et Wade, grâce à sa pièce de Pac-Man. Souvenez-vous, c'est une vie supplémentaire. Alors il va y avoir encore une épreuve, hein, Tempest, jeu d'arcade, encore, mais c'est pas ça le propos. Hallyday a choisi cette borne à cause d'une citation de Shakespeare. Et là, pour le coup, on est assez loin de la pop culture. Mais il faut que je rende difficile cette affaire si prompte, de peur que si les fatigues de la conquête sont trop légères, le prix n'en paraisse léger. C'est dans Tempest de Shakespeare, donc Tempest, jeu d'arcade. Voilà. Comme dit Racine, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Pas avoir froid aux yeux quand même, hein. Alors on va pas cracher dans la soupe, hein, c'est l'une des 2 seules références de culture classique du livre. Hein, voilà. Après ça, Wade va tomber sur une salle pleine de vieux ordis et dont il faudra trouver le bon. Évidemment en référence à Indiana Jones la dernière croisade. En l'occurrence, ce qu'il fallait trouver, c'est la console d'Atari pour jouer à Adventure. Il joue à Adventure, va à l'Easter Egg, mais au lieu que ce soit le nom du créateur, c'est l'œuf d'Hallyday. Voilà, et le livre se finit avec l'arrestation de Sorrento pour les leaks de Wade sur la mort de Shoto, et Wade va enfin, à la toute fin du livre, rencontrer la fameuse Artemis, chez Hogg. Alors, est-ce que finalement le livre était vraiment meilleur? Oui. Oh, putain, oui, mais tellement oui. Alors, quand même, le film en lui-même n'est pas si mal, surtout par rapport à ce que laissait entendre la bande-annonce, hein, parce que la bande-annonce c'était vraiment, vous allez voir, le fan service show, hein, c'est la Japan Expo le film. Alors c'est vrai que c'était pas du tout une histoire évidente à mettre en place, et je pense qu'aucun réalisateur autre que Spielberg n'aurait pu faire mieux. Mais ce qui est le plus dommage, c'est que Spielberg a voulu absolument toucher un large public pour un livre dont tout le cœur tourne autour de références que justement tout le monde ne connaît pas. Et je trouve que c'est ça qui est dommage. Il aurait pu être plus fidèle au livre parce qu'il y a des moments qui sont vraiment iconiques, qui passeraient mais tellement bien à l'écran. Et je comprends pas parce que même le rétro gaming, c'est populaire. Il fallait que ça plaise à la ménagère, donc il n'y a que des très grosses références, Batman, tout ça. Il y a malgré tout Bucker au Bonsaï, c'est étonnant qu'il ait gardé, parce que franchement c'est pas évident pour tout le monde, hein. Madame Michu, ça m'étonnerait qu'elle connaisse. Alors il y a une réflexion que je me suis faite en lisant le livre, et j'ai l'impression que Spielberg est peut-être passé à côté, ou en tout cas il ne l'a pas vraiment mis en scène. Ready Player One semble être dans un monde où la pop culture a remplacé la culture, avec un grand C, ou la culture classique. L'Oasis permet de rendre tout immersif, et donc tout est plus du divertissement que de la culture. À aucun moment, ni Wade ni les autres ne se servent de ce que les œuvres de la pop culture enseignent. Des choix et des dilemmes des personnages, des œuvres de science-fiction, fantastique ou autres. Peut-être, est-ce que c'est ça la vraie nature du divertissement, qui n'est pas fait pour enseigner, mais pour fuir la réalité par le spectaculaire. En fait, Ready Player One est l'histoire d'une fuite. La fuite du monde adulte pour Hallyday, avec son obsession des années 80, donc de son enfance. La fuite du monde réel pour Wade. Ready Player One est l'histoire de la fuite de l'humanité. Ça, peut-être Spielberg aurait pu le mettre en scène. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air parce que ça me fait très plaisir. Un petit commentaire, je les lis tous, et la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et restez ouverts aux univers. Minecraft, Batman, Street Fighter, Speed Racer, Tron, Akira, Jurassic Park, King Kong, Asteroid